Marseille. Compliqué pour le polémiste de passer de candidat officieux à candidat déclaré, puisque c'est bien cette mue qu'il tentait d'opérer avec cette visite dans la cité phocéenne, visite fortement perturbée tout au long de ces 2 jours par la présence d'Antifa, compliquée jusqu'au bout, regardez ces images, jusqu'à la montée dans le TGV pour le polémiste, suivi jusqu'au dernier moment. On va la voir dans un instant, cette séquence tournée par Gauthier Lebray qui suit les déplacements du candidat presque déclaré pour CNews. Voilà, vous voyez jusqu'au dernier moment ces antifas présents à la gare. Alors on a eu d'autres images qui étaient sur le quai, oui c'est peut-être celle-là effectivement, on est sur le quai de la gare Saint-Charles. Alors c'est pas exactement cette séquence, on va la voir dans un instant, juste après le récit de Gauthier Lebray qui est à Marseille pour CNews. Ce week-end à Marseille était censé être le premier au contact direct des Français pour Éric Zemmour. In fine, il n'a rencontré aucun habitant. Hier, il était du côté du quartier du Panier où il était censé échanger notamment avec des commerçants. Mais sa visite a été écourtée car c'était un véritable jeu de cache-cache avec les antifas et les manifestants. Il n'a donc échangé avec strictement personne. Et ce matin, il devait être au marché aux poissons. La séquence a été tout simplement annulée pour des raisons climatiques car il pleuvait, mais aussi parce qu'il y avait un risque de présence de manifestants. Il a donc visité la cathédrale de la Major en compagnie de Stéphane Ravier, sénateur du Rassemblement national. C'est la 3e fois qu'il rencontre depuis le début de son Tour de France un élu ou un proche du Rassemblement national. Gilbert Collard à Nîmes, Robert Ménard à Béziers et donc Stéphane Ravier ici dans la cité phocéenne. Stéphane Ravier qui n'a pas prévenu Marine Le Pen de cet échange avec Éric Zemmour. Prochaine étape pour Éric Zemmour après ce déplacement décevant de l'aveu même de son entourage, et bien la déclaration de candidature la semaine prochaine et puis bien sûr le Zénith le 5 décembre prochain à Paris. On n'est pas loin du fiasco quand même pour le polémiste à Marseille, Françoise Laborde. C'est-à-dire que la difficulté, c'est qu'on voit bien que passer de la personnalité d'écrivain, polémiste, journaliste à candidat à la présidence de la République, c'est un autre costume qu'il n'est pas facile d'endosser. Et là, pour l'instant, on a le sentiment que autant quand il a commencé à aborder les thématiques, que tout le monde a repris, on avait l'impression en effet que tout ce qu'il disait, tout ce qu'il touchait était un révélateur d'un malaise de société et tout le monde l'écoutait. Là, on sent qu'il a beaucoup de mal à endosser le costume. Donc il faudrait que la mutation se fasse, sinon tout ça va faire pchit, c'était ça l'expression de Chirac, je crois. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'il a quand même eu un discours très clivant, très violent, que ce soit d'ailleurs à l'égard de Marine Le Pen ou d'autres formations de la droite, et de l'extrême droite. Donc c'est vrai qu'il reprend par un effet de boomerang, si je puis dire, cette violence qu'il a générée dans la figure. Donc oui, ça se passe mal. En plus, c'est à Marseille. Alors, comme il a dit aussi beaucoup de mal de Marseille, on ne peut pas attendre non plus que les Marseillais... Ah, mais il aurait pu aussi avoir des gens qui auraient pu lui manifester son... Et puis le dernier point... là-dessus, mais oui, ça n'a pas été le cas. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a ces groupuscules. Alors, moi, je déteste cette appellation d'antifa, parce que ça a l'air de reprendre leur slogan, genre, ils sont des antifascistes. Non, ils ne sont pas des antifascistes. Ce sont des groupuscules d'extrême gauche qui sèment le trouble et ce sont les mêmes qui perturbent les manifestations du 1er mai, quand il y a des manifestations du 1er mai, qui cassent tout à Paris. Donc, et ce sont ces groupes-là qui essentiellement se font entendre. Je ne suis pas sûre que ce soit révélateur de l'ensemble de la population marseillaise. C'est quand même compliqué pour lui, parce qu'entouré de cette escouade policière, avec les antifas effectivement qui l'ont suivi à chacun de leurs pas, il essaie de retourner d'ailleurs effectivement les arguments des antifas. Et regardez ce qu'il a tweeté il y a un instant, Éric Zemmour: je suis le seul homme public que les antifas pourchassent en permanence. Alors il essaie d'en faire presque un atout effectivement en attendant. Pour une rencontre avec la population, c'est vraiment un échec total, Pierre Lelouch. Oui, moi je vais reprendre ce qu'a dit Françoise Laborde, parce que je crois qu'elle a mis le doigt sur l'essentiel. C'est un polémiste, et là il est en train de découvrir que pour être candidat, il faut avoir un parti politique. Parce que quand vous avez une formation politique et des militants, il peut y avoir 50 gauchistes qui gueulent devant une gare. Vous avez, on a rameuté les fous en attendant. Le candidat, il n'est pas tout seul sur une place déserte. Il y a des élus locaux pour l'accompagner. Il y a des gars qui vont rameuter les commerçants, les amis du coin. Il n'arrive pas tout seul. Là, le polémiste, l'écrivain, il est tout seul. Mais l'écrivain tout seul qui fait candidat et qui se retrouve tout seul dans la rue, très mauvais effet. Surtout les images du panier hier, effectivement. Donc là, premier point, très difficile. Deuxième point encore plus difficile, c'est que jusqu'à présent, Zemmour, il a posé des diagnostics.
dont un grand nombre sont justes. Et sont d'ailleurs repris par tout le monde, y compris d'ailleurs par Macron lui-même, sur certains domaines. L'après, c'est ce que les Français ont besoin d'entendre à partir de maintenant, c'est « Ok, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'il a à dire sur la façon d'en sortir ?» Et c'est là qu'il est sec. Donc en plus d'être tout seul, et la perte de Philippe de Villiers est très importante, le fait qu'il voit un ou deux élus ici et là, mais pas les militants, qu'il n'a pas de force militante. Par exemple, avoir gagné Stéphane Ravier au passage. Oui, d'accord, mais enfin, ils étaient où les militants de Ravier? Ils étaient où les troupes qui devaient l'accompagner dans les rues? Parce que si c'est cette image-là, c'est une image de loser, c'est pas une image de gagnant. C'est ça son problème à l'heure actuelle. Alors, ou bien il redresse ça très vite, et je ne sais pas comment, parce qu'il n'a pas de trop, ou bien ça fait pchit. Et je rejoins. Écoutez, moi je vois que des gens qui se prétendent antifascistes, c'est-à-dire qui devraient brandir le drapeau de la liberté et de l'échange décontracté et libéral, empêchent un homme public, devenu un homme public, de s'exprimer. Ils peuvent être en désaccord avec lui, et je comprendrais qu'il le soit, mais au fond, c'est au nom du fait que le discours de Zemmour ne serait pas conforme à la liberté qu'on va contre la liberté en l'empêchant de s'exprimer. C'est une stratégie de harcèlement, très clairement. On est loin de Voltaire qui voulait soutenir un ennemi idéologique ou politique au nom de la liberté. Au fond, la démocratie, c'est ça. Et quand Pierre Lelouch dit, à juste titre, qu'un certain nombre de candidats plus organisés, plus politiques, plus historiquement conformes, disons, ont des militants qui font un service d'ordre et qui empêchent que l'on vienne troubler les prestations de celui qui est candidat, je me dis comment? En France, il faut avoir un service d'ordre personnel pour s'exprimer librement. Il faut avoir des militants, mais c'est pas parce que ça a toujours existé que c'est une bonne chose. Quand je faisais campagne, dans la rue des Martyrs, il y avait des types du camp d'en face qui faisaient du bruit, et le jeu consistait pour les militants à se faire entendre, à distribuer les crânes. Quand vous avez le candidat tout seul, oui, c'est mal préparé, c'est l'expression, c'est un métier. C'est un métier, c'est ce que j'allais dire. C'est un métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en effet, mais on le sait, quand on fait une manif, on organise des quarts de militants qui montent à Paris pour manifester, parce que spontanément... Quand on va tracter dans une rue, on se fait accompagner, on n'arrive pas tout seul, même avec 12 caméras. D'ailleurs, c'est le pire. De tracter, d'aller voir les gens avec 12 caméras, c'est le pire. Si j'avais un conseil à lui donner, c'est d'y aller avec quelques personnes et de faire du terrain comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'il a procédé jusqu'à présent, et ça ne fonctionne pas. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est un journaliste politique, donc il sait comment ça marche. Donc ce qu'on dit sur parce qu'il a assisté à des meetings, enfin c'est peut-être moins un homme de terrain qu'un homme de plateau. Mais à un moment donné, quand on a suivi quand même des élections pendant un certain temps, quand on a suivi des meetings, quand on a suivi des manifs, on voit comment les choses sont organisées, on voit qui fait le service d'ordre, on voit où sont les militants, on voit où sont les manifestants. Je veux dire, il y a une règle à respecter. C'est comme disait Staline, c'est combien de divisions. Donc si on n'a pas les divisions, eh ben, on ne peut pas y aller, c'est clair. Bon, c'est de l'amateurisme, en gros, c'est ce que vous me dites. C'est l'amateurisme parce qu'il a cru, je pense qu'il y a cru sincèrement, à travers ce qui se passait, qu'il avait une dynamique pour lui. Et il y en a eu une. Oui, elle existe. Il y en a toujours une, mais cloisonnée sur quelque chose. Oui, je suis d'accord avec Pierre, c'est que les gens attendent quelque chose un peu plus large. Et le problème est moins ceux qui veulent l'empêcher de parler, parce qu'il y avait plus de gens qui voulaient qu'il parle, ceux-là ne seraient pas entendus non plus. Donc il aurait pu parler. Donc il y a quand même plus de gens qui se bougent pour pas qu'il parle que de gens qui se bougent pour qu'il parle. Et c'est le principe même d'une structure, à défaut d'un parti, d'une structure politique qui accompagnerait sa campagne. Ce que manifestement il n'a pas, et ça va limiter l'exercice de la vie. En tout cas, très clairement, il est assez basque. Les antifas, qu'on les appelle antifas, ou ultra-gauche, etc. Regardez ce qui s'est passé à la gare de Marseille-Saint-Charles, c'était il y a un instant, à son départ de la gare. La séquence, elle est quand même assez révélatrice de ce que vit Éric Zemmour à chacun de ses pas. Regardez. C'est Éric Zemmour qui arrive, on a un petit peu raccourci. Non mais ça a été ça son déplacement pendant 2 jours. Ça s'appelle un déplacement qui n'est pas préparé. Bon, alors vous l'avez déjà dit. Est-ce
C'est scandaleux parce que c'est toute l'histoire. C'est juste de l'amateurisme, c'est rien d'autre. Attendez, moi je voudrais conclure d'un mot, parce que j'entends ce que vous dites, et probablement vous avez raison les uns et les autres, mais ça veut dire qu'en France, avoir des idées, quelles qu'elles soient, je ne soutiens pas celle de celui-ci ou de celui-là, avoir des idées, ça ne suffit pas, il faut surtout avoir un service d'ordre. On il y en a un service d'ordre. Que la démocratie repose un peu sur Tu peux pas dire ça. On a vu des présidents se faire siffler le jour du 14 juillet sur les Champs-Élysées. En l'occurrence, c'est ça. Est-ce que dans le discours aussi, il ne faut pas avoir quelque chose qui permette à un moment le rassemblement? Écoutez, Éric Zemmour parlait de la ville de Marseille. Qui peut se reconnaître dans ce constat? Écoutez. Marseille est une ville très symbolique. Je pense que si on ne fait rien, c'est l'avenir de la France. C'est-à-dire, toute la France sera comme Marseille, c'est-à-dire une ville submergée par l'immigration et en grande partie islamisée. Je préconise pour Marseille ce que je préconise pour la France, c'est-à-dire un arrêt absolu des flux migratoires et une expulsion des délinquants. C'était son cas d'école, Marseille, en quelque sorte. Mais est-ce qu'on peut aller à Marseille et s'adresser aux Marseillais de cette façon? Non, mais alors ça, c'est sûr que ça peut pas fonctionner. Mais ce que je veux dire, c'est que je voudrais revenir sur ce qu'a dit Pierre. Éric Zemmour se comporte comme s'il avait derrière lui un appareil politique. Or, il n'a pas l'appareil politique, il n'a pas eu le temps de le fabriquer. Il a quelques militants qui manifestement sont pas là. Et encore une fois, quand on fait une campagne, c'est pas Jean-Yves, il ne s'agit pas de dire il faut un service d'ordre dès qu'on a des idées, mais quand on veut rentrer dans l'arène politique, on sait qu'il y a des États, on sait qu'il faut un appareil, parce que quel que soit après qu'il aille ou qu'il n'aille pas, s'il veut exister politiquement, il aura besoin d'un appareil pour les élections législatives de demain s'il veut que ses idées perdurent dans le débat. Donc il y a des règles du jeu à respecter. D'accord, mais il y a appareil quand même. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a le sentiment d'un homme seul. Et qui n'a pas d'état-major. C'est ça, surtout que ça révèle. Non, mais quand vous parlez d'un appareil pour des législatives, par exemple, il est évident qu'on ne peut pas imaginer quelqu'un qui envisage de se faire élire à la présidence de la République et qui n'ait personne à présenter aux législatives qui suivent. Mais c'est complètement différent d'une organisation de militants de base qui constitue une sorte de protection quasi police privée pour que le candidat puisse s'exprimer. Moi, je veux bien, et vous avez raison de rappeler que c'est une nécessité, mais permettez-moi de dire que je regrette cette nécessité. Pas ce que je veux dire, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il aurait dû venir avec un escadron de nervis pour pouvoir faire campagne. Je dis que les 3 douzaines de gauchos qui étaient devant la gare ou dans la gare ne sont pas le problème. Le problème, c'est qu'il était seul, qu'il n'a pas préparé sa visite. Si son message, c'est ce qu'on a entendu, à savoir Marseille, c'est ce qui va arriver à la France, donc c'est grave, donc je veux virer les immigrés, dans ce cas-là, on fait un meeting, on trouve les quelques élus de Marseille, parce qu'il y en a qui pensent ça. Ça devait être le début de sa campagne de terrain, Éric Zemmour. Mais si on a fait une campagne de terrain tout seul pour dire ça à 3 journalistes, ça ne le fait pas. Et puis, si on fait le parallèle avec Emmanuel Macron quand il a fait campagne, il n'a pas commencé par des déambulations dans les rues entourées d'un état-major. Il y a eu des meetings qui étaient très organisés, à l'américaine, avec des salles qui étaient pleines, qui donnaient déjà l'impression... Il a envoyé des gens faire campagne dans les immeubles. Oui. Les fameux marcheurs. On est complètement... Il a fait ça un peu quand Éric Zemmour avec ses zéniths, son zénith de Nantes. Oui, mais il était encore dans la phase d'écrivain. C'était encore entre guillemets... Finalement, il est handicapé lui-même par sa stratégie de commencer sans être... C'est-à-dire qu'on a le sentiment que jusqu'à présent, il a rassemblé autour de lui ses inconditionnels. Les gens qui le trouvaient sympathique, ceux qui l'adoraient. Et donc, on s'est dit, c'est formidable, il n'a que des amis, ses idées sont partagées par tout le monde, il était applaudi par des foules, etc. etc. La difficulté, c'est que forcément, il ne peut pas avoir que des gens qui l'adorent, et ceux qui le détestent se manifestent maintenant. Même si, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont majoritaires ou qu'ils représentent, peut-être qu'en effet c'est qu'une poignée, mais en tout cas c'est cette poignée-là qu'on entend. Moi, je saurais dire une autre chose. On a beaucoup comparé Zemmour à Trump. Ouais. C'était vrai au début, mais qu'est-ce qu'il a fait Trump? Il a pris le parti. Il a pris le parti et il tient le parti encore aujourd'hui. Les LR se sont bien protégés de... Qu'est-ce qu'il fait Zemmour? C'est quoi sa machine politique? C'est la quoi? Macron d'ailleurs a eu le même problème parce que lui il est parti avec rien, aucune machine politique, et pas long à un début de candidat aux législatives, il les a trouvés sur internet.
je le rappelle, par rapport à ce que disait mon excellent confrère tout à l'heure. Le sujet pour Macron, ça a été de construire une machine politique derrière, et elle n'existe toujours pas, elle n'a pas d'ancrage dans le pays. C'est très difficile de faire ça, même quand on est président de la République. Quand on arrive du journal Le Figaro ou d'une chaîne de télévision pour devenir président, sans machine politique, sans militant, même si le constat est souvent très juste et partagé par beaucoup de monde, certes, on va vous dire... La présence de Stéphane Ravier, quand même, un petit mot sur la présence de Stéphane Ravier, qui se cherche peut-être, qui sait, un avenir politique à côté d'Éric Zemmour, plus que l'inverse d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est pas un film de ralliement d'Éric Zemmour au Rassemblement National. Enfin, c'est intéressant comme prise ou c'est complètement anecdotique J'ai du mal à croire qu'il soit allé de son propre chef, comme il le dit, sans en référer à personne. Ça me semble quand même très étonnant. Bon, on va l'écouter, on en parle tout de suite après. Oui, On l'écoute. Je ne suis pas aux côtés de mon ami Éric aujourd'hui pour soutenir celui qui, dit-on, pourrait être candidat. Aujourd'hui, il est là, il est venu à Marseille, rencontrer des personnes, des personnalités. D'ailleurs, je n'en ai pas fait partie. Aujourd'hui, je suis là pour l'accueillir. Je suis le Marseillais qui accueille à Marseille un ami parisien qui, il y a quelques mois, ou quelques années, m'avait fait l'amitié de répondre à une invitation. Voilà, en toute amitié. Christian Proutot. Ouais, bon, alors là, on reste perplexe, hein, parce que c'est un peu lourd, quoi. Ouais. Et je voudrais également revenir un tout petit peu sur la manière dont il a mené cette candidature, parce que là, Ravier, c'est vraiment... Bon. Sa candidature, au départ, c'est le problème de jusqu'où ne pas aller trop loin, dans la non-déclaration. Et il a été porté par d'abord l'effet de son livre qui ramenait des gens pour lui. Et qui a été un grand succès d'ailleurs. Voilà, qui a été un succès, c'est indéniable. Et à un moment, je pense qu'il aurait dû se déclarer plus tôt. Et d'ailleurs, il n'est toujours pas déclaré. Alors, on parle de jeudi, alors oui, le 2 décembre, bien entendu. On parle de jeudi pour une déclaration. C'est la date entre mardi et jeudi. Oui, de toute façon, c'est parce que justement, on ne va pas passer Noël avec ça. Hein, donc, Ah ben non, ça, on n'espère pas. Oui. Moi, le soutien de M. Ravier, que je ne connaissais pas jusqu'à présent, me paraît signifier aussi que du côté du Rassemblement national, on se dit qu'il faut peut-être voir Éric Zemmour comme un candidat, un concurrent à la candidature de Marine Le Pen, mais que le moment venu, à supposer qu'ils soient tous les deux candidats ou qu'il n'y en ait qu'un seul, faudra quand même récupérer les voix de ceux qui se déclarent plus ou moins favorables à Éric Zemmour. Donc ça ne me surprend pas qu'il y ait ce geste qu'on qualifie d'un geste amical, sans grande portée politique, peut-être une prudence à l'égard de l'avenir. Alors on va l'écouter justement sur ses relations avec le Rassemblement national. Éric Zemmour, sa déclaration ce matin devant la cathédrale de la Major. Dans un instant, on va l'entendre. Bon, il y a autre chose aussi dont on va forcément parler. C'est un échange de... Alors voilà, on a notre son d'Éric Zemmour, on l'écoute et on continue cette discussion juste après. C'est pas bien grave. De toute façon, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Hein. Pas de ralliement derrière Marine Le Pen. Je brise le suspense immédiatement. On va en parler forcément. On n'a pas encore la photo. Il y a eu un échange de doigts d'honneur entre Éric Zemmour et une passante. Alors, c'est la passante qui a commencé. Éric Zemmour lui a répondu. C'est ça qui est quand même, qui est quand même assez incroyable. Alors, avant d'avoir la photo, et on l'aura pas tout, on l'aura sans doute dans un instant. Pour l'instant, on l'a pas, mais je l'ai vue. Elle existe. Christian Proutot, réaction à ça. Répondre, alors bon, un doigt d'honneur, c'est pas très agréable, mais y répondre. Je crois qu'on a vu quelques exemples comme ça, on ne citera personne. Et je trouve que ça ne... C'est contraire à ce qu'on veut représenter. C'est pas bon, voilà. C'est jamais bon. Quand on dit c'est pas bon, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Ouais. Donc je trouve ça... Il se laisse aller à quelque chose qui fait qu'il perd dans j'allais dire, l'ampleur de son image ou la dignité de son image. Parce qu'on ne se rabaisse pas quand on veut prétendre à la plus haute place dans notre pays, à la présidence, on ne s'abaisse pas au niveau du... Je crois pas. Voilà. Bon voilà, ça c'est dit. Enfin, moi je voudrais dire que si c'est le 2 décembre, il fera le sacre de Napoléon, il pourra faire le doigt d'honneur à ce moment-là, il sera
le sacre de Napoléon. Bah oui, décembre 1804, si je Oui, fais je sais, cette date. mais je vois bien le rapport avec le Non, mais d'honneur. je plaisantais. Je plaisantais. Ça me rappelait ce qu'a dit un jour Chirac dans une situation de ce genre où on l'avait traité de tous les noms. Et il dit bonjour, moi c'est Jacques Chirac. C'est comme ça qu'il faut répondre. Bien sûr. Bah, disons que la vulgarité appelle souvent la vulgarité, tout ça est regrettable. Non, mais c'est aussi. Il faut savoir résister, c'est sûr. C'est peut-être aussi le signe qu'il est un peu fatigué et que de temps en temps, en effet, l'émotion. On a des précédents que je ne citerai pas. Bien sûr. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On va parler de cette autre actualité très importante, cette situation qui reste toujours très compliquée dans les Antilles, en Guadeloupe et en Martinique.